Économie Le Mag sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, la victoire écrasante et la majorité absolue pour les libéraux canadiens. Sur fond de récession, le Canada a mis fin hier soir à une décennie de pouvoir conservateur. Nouvelle ère et nouveau leader, Justin Trudeau, 43 ans. Peut-il relancer son pays avec ses méthodes keynésiennes? On le découvrira dans quelques instants. Des vignes à l'ombre, des baobabs, bienvenue au Sénégal. C'est au sud de Dakar qu'a pris racine récemment le premier vin 100% local. Irrigation goutte à goutte et soleil à profusion. Un pari audacieux et un dépaysement garanti, ce sera tout à l'heure. Et puis avant cela, nous reviendrons sur les attaques terroristes en Israël. Dans un contexte de ralentissement de la croissance, y a-t-il désormais un risque de récession? Jacques Bendellac nous répondra. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. L'actu éco-international pour commencer en images, avec d'abord l'annonce imminente par le Crédit Agricole d'un accord avec les autorités américaines. La banque française devrait payer une amende de 787 millions de dollars au Trésor US pour clore l'affaire de ces violations des boycotts imposés à l'Iran, au Soudan, à la Birmanie ou à Cuba entre 2003 et 2008. Crédit Agricole éviterait ainsi de plaider coupable de délit pénal, contrairement d'ailleurs à BNP Paribas qui avait dû, on s'en souvient aussi, s'acquitter l'an dernier d'un montant colossal de 9 milliards de dollars. Crédit Agricole qui a déjà provisionné 1,6 milliard de dollars, de quoi minimiser sans doute l'impact sur ses résultats. La bataille pour le climat s'accélère à quelques semaines de l'ouverture de la grande conférence COP21 à Paris. Barack Obama, vous le voyez, accueillait hier à la Maison-Blanche plus de 80 patrons d'entreprises ayant pris des mesures pour lutter contre le changement climatique. Des grands noms comme Google, Intel, McDonald's ou encore Starbucks qui se sont engagés à réduire leur consommation en eau ou à privilégier les énergies renouvelables. D'autres firmes avaient déjà pris ces engagements en juillet comme Apple ou General Motors. Le président américain prône le partenariat public-privé. Nous devons avoir un partenariat entre les entreprises et le gouvernement fédéral, les États, les autorités locales, mais aussi le secteur associatif pour continuer à réduire progressivement notre empreinte carbone ici aux États-Unis, pour montrer l'exemple. On reste sur le continent américain avec la visite à Cuba de la chef de la diplomatie mexicaine reçue à La Havane par son homologue cubain. L'objectif est d'accroître les relations bilatérales et notamment commerciales. Des entrepreneurs et investisseurs mexicains s'intéressent aux opportunités offertes par le réchauffement diplomatique entre La Havane et Washington. Éducation, sciences, technologie ou encore industrie sont concernés. Nous avons renforcé notre commerce et notre relation. Il y a quelques mois, lors d'une réunion des présidents d'universités du Mexique et de Cuba, plus d'une vingtaine d'accords a été conclu pour approfondir cette relation. Il y a un grand intérêt des entreprises et industries mexicaines à accroître leur présence ici à Cuba. On avait pendant ce temps au Mexique, cette fois c'est Melinda Gates qui animait une conférence mondiale sur la santé maternelle et infantile. L'épouse de Bill Gates est à la tête du plus grand fonds philanthropique au monde avec une dotation de 40 milliards de dollars. Parmi les initiatives lancées, un projet public-privé visant à garantir des soins à chaque femme et enfant en Amérique centrale. Quelques 1000 décideurs, chercheurs ou praticiens venus de 75 pays participaient à l'événement. Nous encourageons les gouvernements à améliorer la vie des 20% les plus pauvres dans 7 pays d'Amérique centrale et de l'État de Chiapas, ici au Mexique. Aujourd'hui, près de 2 millions de femmes et d'enfants bénéficient directement d'une prise en charge et d'un traitement dans les structures les mieux équipées. Et puis des nouvelles de la Russie, toujours en récession, moins 4,3% pour le PIB au troisième trimestre, d'après le gouvernement. La baisse est moins forte qu'au deuxième, moins 4,6% entre avril et juin. Le signe pour les autorités que le pire est derrière. Moscou est en récession depuis le début de l'année, en raison bien sûr de l'effondrement des prix du pétrole et des sanctions de l'Occident liées à la crise ukrainienne. L'actu des marchés financiers, on se penche aujourd'hui sur la bourse de Paris. Déception côté chiffres, seuls 2,6 milliards d'euros ont été levés sur Euronext Paris entre janvier et fin septembre, contre 4,3 milliards l'an dernier sur la même période. Mais on s'attend tout de même à un peu plus de dynamisme en cette fin d'année. Bonjour Eric Lewin. Alors deux grands noms de l'industrie Internet pour tenter de sortir de la torpeur, Eric.
Oui David, on critiquait beaucoup la Bourse de Paris parce qu'il y avait peu de sociétés Internet cotées. Et là, en l'espace de quelques jours, on va avoir sans doute 2 nouvelles recrues pour la Bourse de Paris et 2 valeurs du secteur Internet. C'est d'abord Deezer, le spécialiste du streaming musical, qui va faire ses premiers pas en bourse, avec une valorisation qui pourrait dépasser le milliard d'euros et une levée de fonds de l'ordre de 300 millions d'euros. Alors, Deezer est numéro 2 du secteur derrière Spotify. C'est une société qui n'est toujours pas rentable et qui va se servir de la bourse pour asseoir beaucoup mieux sa communication. Autre valeur qui va venir en bourse, c'est showroomprivé.com. C'est le numéro 2 français de la vente en ligne, essentiellement pour le public féminin. Alors, c'est un groupe qui est d'ores et déjà rentable, avec une rentabilité d'exploitation autour de 5%. Et qui là encore vient sur le marché boursier pour se développer à l'international avec une valorisation qui devrait être entre 600 et 800 millions d'euros. Cela va faire vraiment du bien au marché financier d'accueillir ces 2 valeurs phares de la sphère Internet. Ouais, IPO prévu le 30 octobre pour Showroom Privé avec un prix indicatif compris entre 19 et 26 euros par action. Merci Eric Lewin. On revient sur la situation sécuritaire en Israël et sur les risques que font peser les violences de ces dernières semaines sur la croissance économique du pays. Nous sommes en ligne avec l'économiste Jacques Bendellac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au collège universitaire de Netanya. Quelques mots d'abord sur le contexte dans lequel survient cette vague de violence pour l'économie israélienne. Le ralentissement était déjà là. Oui, c'est un mauvais moment, j'allais dire, pour l'économie israélienne, puisque c'est une économie qui connaît déjà un ralentissement économique. On a même eu une récession au second trimestre de cette année. Et donc c'est un contexte négatif pour ce type d'événement qui aurait mieux valu se produire lorsque l'économie est plus dynamique, comme c'était dans les précédentes intifadas des années 2000 et 90 et 80. Donc vous craignez un épisode de récession à cause de la multiplication de ces attaques ? Certainement, certainement. Vous savez, une dégradation de ce type-là, ça a des conséquences directes sur les principaux moteurs de l'économie israélienne, parce que les Israéliens dépensent moins d'argent, donc la consommation va diminuer, parce que les investisseurs vont moins investir, parce que les risques sont trop importants, parce que les dépenses militaires vont augmenter. Aux dépens des dépenses civiles, parce que les touristes étrangers vont préférer passer leurs vacances ailleurs. Et donc tout ça va faire que l'économie va s'enfoncer dans un ralentissement d'abord, et puis ensuite une récession si jamais ces incidents venaient à se prolonger dans le temps. Ouais, un budget de l'État peut être donc réorienté vers la défense. Dans le détail, donc pour vous, c'est surtout la consommation et l'investissement qui risquent d'être le plus affectés finalement, plus peut-être que les exportations. Absolument, c'est là les principaux moteurs de la croissance économique en Israël, la consommation, les investissements et éventuellement les exportations, parce que certains marchés pourraient se fermer, parce que tous les phénomènes de boycott pourraient s'accentuer. Et donc là, effectivement, on aurait une situation assez dramatique pour l'économie israélienne, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins une bonne année pour que l'économie récupère les pertes économiques de cette situation-là. Merci beaucoup, Jacques Bendellac, pour ces explications. On prend la direction du Canada et la fin d'un règne qui aura duré presque 10 ans, celui de Stephen Harper et des conservateurs nettement battus hier lors des législatives par les libéraux. Alors la récession du premier semestre, en raison notamment de la chute des cours du pétrole, aura sans doute pesé au final dans la balance. Les électeurs ont choisi la rupture en tout cas et le pari de la relance keynésienne. Ces élections marquent aussi l'avènement d'un jeune leader, Justin Trudeau, 43 ans. Le récit en images avec Johanna Citruc. La population canadienne a élu un gouvernement libéral. Un résultat que nous acceptons sans aucune hésitation. Des félicitations au goût quelque peu amer. Après 9 ans et demi de pouvoir, ce lundi, Stephen Harper n'a finalement pas été réélu. Une défaite au profit du jeune libéral Justin Trudeau. Il a décroché plus de 180 sièges sur les quelques 340 qui composent le Parlement d'Ottawa. Et grâce à cette majorité absolue, à tout juste 43 ans, l'homme s'apprête à devenir le prochain Premier ministre du Canada. Les Canadiens se sont exprimés. Vous voulez un gouvernement avec une vision et un agenda pour ce pays qui soit positif, ambitieux et plein d'espoir. Eh bien, mes amis, je vous promets ce soir que je dirigerai ce gouvernement. De l'espoir, Justin Trudeau en a donné, surtout aux classes moyennes.
Pendant sa campagne, il a promis de diminuer leurs impôts en taxant les plus riches. Plus globalement, il s'est engagé à relancer l'économie via la création d'emplois et un vaste programme d'infrastructures. Car sur les 6 premiers mois de l'année, le PIB canadien s'est contracté. Moins 0,8% au premier trimestre et moins 0,5% entre avril et juin 2015. En cause, la chute du prix des matières premières. Le pays est un grand exportateur, de pétrole notamment. Mais malgré la complexité de ces défis, Justin Trudeau ne semble pas effrayé. Si sa carrière politique est courte, le jeune homme a déjà une vie bien remplie. Il possède un diplôme en littérature anglaise, en sciences de l'éducation et il a déjà exercé toutes sortes d'emplois. Mais surtout, il a pu observer son père, Pierre Elliott Trudeau, à la même place que lui 30 ans plus tôt. Mes chers amis canadiens, welcome to the 1980s. Voilà, beaucoup de pression tout de même et d'attente avec le risque de plusieurs années de déficit budgétaire. Tout autre chose à présent, cap sur l'Afrique de l'Ouest pour découvrir le premier vin Made in Sénégal. C'est entre les baobabs que 2 Français ont choisi de planter leurs vignes. Une aventure a priori dans un milieu pas forcément des plus adaptés. Mais si le climat est sec et très ensoleillé, eh bien il permet 2 vendanges par an. Et l'idée soulève plutôt l'enthousiasme. Reportage sur le site de production. Des vignes au milieu des baobabs. C'est le pari osé qu'ont tenté 2 Français sur la petite côte, à 70 km au sud de Dakar. Philippe François et François Normand ont acquis 10 hectares de terrain dans cette région touristique. Ils en ont pour le moment planté 1 à titre expérimental. Si l'absence d'eau est maîtrisée grâce à une irrigation au goutte à goutte, les vignerons doivent apprendre à gérer les 2 vendanges annuelles offertes par le soleil du Sahel et à se protéger contre la convoitise de quelques bandes de singes chapardeurs. La production est pour le moment anecdotique, mais l'objectif à terme est bien la commercialisation. Dès qu'on aura les conclusions définitives et qu'on verra la rentabilité, on pourra étendre et effectivement commercialiser. Et puis je pense que c'est également un beau projet pour le Sénégal et pour même toute l'Afrique de l'Ouest, de montrer qu'on peut y faire du vin et en plus certainement du vin de qualité. Œnologue formé à Montpellier, leur ami sénégalais Morsil Diouf leur transmet ses conseils. Il garde lui-même dans un coin de sa tête le projet de créer un vignoble à Saint-Louis, dans le nord du pays, où la température est un peu plus fraîche. Le travail effectué par ses amis l'a bluffé. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je me suis dit, Inch'Allah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vu le travail extraordinaire que Philippe et François ont accompli ici sur ce vignoble, qui commence à donner du résultat, même si les résultats ne sont pas énormes, je pense que ce projet-là, ça sera aussi intéressant de pouvoir l'expérimenter dans le nord du Sénégal. À quelques dizaines de mètres des vignes, les associés ont déjà repéré un endroit à l'ombre d'un baobab où installer le futur site de dégustation. En attendant, ils ont invité quelques privilégiés à déguster dans un bar à vin de Dakar le tout premier rouge de la production du Clos des Baobabs. Stop, on goûte. Les premiers commentaires sont encourageants. C'est pas mal épicé, et puis il y a le côté fruit rouge aussi qu'on ressent. Il a un nez très puissant, très axé sur le fruit rouge et effectivement une dominante cerise. Prochaine vendange en décembre avant une commercialisation à plus grande échelle prévue pour fin 2016. Les demandes des restaurants sont déjà nombreuses. On veut bien le croire, un atout de plus pour le pays. On passe au Media Watch. Et à la une aujourd'hui de la revue de presse Écho, la Deutsche Bank qui fait face à plusieurs scandales. Bonjour Fleur Citruc. Bonjour. Et en plus, une erreur de virement à 6 milliards de dollars. Oui, une petite erreur à 6 milliards de dollars, vous l'avez dit. Ça a dû donner des sueurs froides aux dirigeants de la banque allemande. En fait, c'est un employé junior de la division des opérations de change qui s'est trompé lorsqu'il a viré de l'argent à son client, un fonds spéculatif américain. C'est l'agence Bloomberg News qui dévoile la nouvelle aujourd'hui. Mais ça s'est passé en juin dernier et ce n'est pas terrible pour l'image de de Deutsche Bank, car elle fait face à de nombreux scandales, notamment les scandales des taux interbancaires, les manipulations et les magouilles sur le négoce des droits pollués. Donc ça n'aide pas à rassurer les clients alors que sa rentabilité va sans doute affectée par ces quelques 6000 affaires judiciaires, ces casseroles qu'elle traîne en ce moment. Ouais, c'est compliqué, en plus il y aura bientôt l'affaire des violations d'embargo. Alors Fleur lui aussi veut jouer
un petit peu à la banque. C'est Orange qui lance sa solution de paiement sans contact via smartphone. Oui, l'application Orange Cash, c'est son nom. Eh bien, elle vise tout simplement à transformer son smartphone en carte Visa virtuelle. Une fois l'application téléchargée, eh bien, l'utilisateur peut alimenter son nouveau portefeuille jusqu'à 1 000 € cash. Sauf qu'il faut payer à chaque fois 0,79 centimes d'euros. Conçu en partenariat justement avec Visa, Orange Cash utilise la technologie NFC. Ça permet en fait de payer sans contact et il y a beaucoup maintenant de commerçants qui se sont équipés et Orange espère surfer sur cette vague. Mais selon le quotidien La Tribune, c'est aussi la première étape de sa conquête du marché bancaire puisque Orange devrait ouvrir une banque en ligne d'ici le début de l'année prochaine. En tout cas, c'est un relais de croissance important. Et puis Fleur, on termine avec les jets privés de l'État français pour déplacer des réfugiés, des sans-papiers. Oui, selon l'enquête du site d'information Street Press, un jet privé décolle 3 fois par semaine de Calais pour, avec à son bord des migrants qui sont ensuite incarcérés dans des centres de rétention un peu partout en France avant d'être libérés au bout de quelques jours. Et le but, c'est d'alléger la pression migratoire dans le nord de la France. Le coût de l'opération, 1,5 million d'euros par an. Un dossier embarrassant. Merci beaucoup Fleur, à très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment l'Iran. L'accord sur le nucléaire a-t-il déjà créé une nouvelle dynamique économique? En attendant, l'info continue. Restez avec nous.